Donc, soyez les bienvenus à cet après-midi de famille et pédopsychiatrie. Nous allons commencer avec la présentation du docteur Manuel Tavarch et Odile Khelifa. Le docteur Tavarch, pédopsychiatre et thérapeute familial au service de pédopsychiatrie du CHU de Reims, et Odile Khelifa, thérapeute familial, service de pédopsychiatrie, CHU de Reims. Ils vont nous parler du passage de 3 cadres de suivi avec les familles, comment et principalement comment les passages se font et pourquoi entre les contextes de la consultation, de la thérapie familiale et de la thérapie de réseau en pédopsychiatrie. Oui, alors je vais me risquer un mot en occitan. Adiosiat. C'est bon? Alors je peux y aller. Bonjour. Odile, tu es thérapeute familiale, de couple, formatrice, superviseur. Bon, je pourrais continuer, bon, je m'arrête là. Nous sommes tous les deux, nous sommes rencontrés en 85. Nous travaillons alors dans le même service, le service de pédopsychiatrie au CHU de Reims, où je travaille encore. À cette époque, nous avons participé déjà, j'étais tout jeune, à ce moment-là, je suis encore très jeune, mais pas tout à fait, à la mise en place de l'accueil des familles en situation de crise. Et au développement, c'était le début de la thérapie familiale dans le service. Cette collaboration, elle s'est poursuivie après, quand j'ai pris après des vacations au CMPP de Reims, et toi, tu as quitté le service, donc, mais on a pu se retrouver. C'est toujours un plaisir au CMPP de Reims. Je sais que tu es la 3e enfant d'une fratrie de 6, composée de 3 filles et 3 garçons. De cette configuration familiale, tu as développé une sensibilité particulière à la question des places de chacun et au comment être spécifique, particulière, tout en étant lié. Cela est très présent dans le travail avec les familles, les couples et dans le travail de superviseur avec des groupes de professionnels de la relation d'aide. Tu as publié un certain nombre d'articles, dont Loi du chemin de l'école, dans la revue Thérapie familiale, article qui évoque un outil co-créé avec l'équipe pédagogique, éducative et pédagogique d'une classe de relais que tu supervisais chaque semaine. Ça va? Ok. Voilà. Donc Manuel, tu es pédopsychiatre, thérapeute familial, et tu, bien sûr, travailles toujours dans le service de pédopsychiatrie. Comme tu disais, tu fais quelques vacations au CMPP de Reims. Alors, tout le monde a dû remarquer ton petit accent bien marqué, qui dénote d'emblée que tu viens d'un ailleurs. Donc, d'abord le Portugal, dont tu es originaire, mais aussi le Brésil, le Chili, où tu as émigré. Puis réfugié en France, avec un retour à un moment donné au Portugal pour terminer tes études de médecine et un retour en France pour effectuer ta spécialité de pédopsychiatre. Et maintenant, tu es installé en France avec des allers-retours en vacances au Portugal. Ce parcours dénote un goût pour les voyages, les découvertes, mais aussi ta grande capacité d'engagement, qu'elle soit politique, sociale et humaine. Et bien sûr, cette grande capacité d'engagement est à l'œuvre dans ta pratique professionnelle. Tu as bien sûr, on est obligé de mettre un peu nos publications, mais tu as donc publié différents articles, mais je citerai un article qu'on a écrit en commun sur consultation et thérapie familiale, ça remontait il y a 10 ans. Et dans cette revue, on traitait déjà la question du thème qu'on va aborder aujourd'hui. Donc merci aux organisateurs de ce congrès de nous avoir invités à participer. Donc nous sommes très contents d'être là.
et en particulier Serge Esco que nous a contacté voilà, à la suite de cet article que tu as mentionné. Et il est toujours d'actualité, c'est pour ça qu'on a un peu remanié, on a un peu travaillé avant de vous le présenter aujourd'hui. Donc il s'agit bien de faire une réflexion de là où on est de nos pratiques actuelles sur consultation, thérapie familiale et thérapie de réseau. Et comment se font les passages et pourquoi, à certains moments, on a besoin de faire ces passages. Voilà. Je vais juste faire, dire 2-3 choses sur la question du cadre. Le point commun de ces 3 cadres, pour nous, c'est de solliciter les différents systèmes concernés et de les mettre en relation. Il s'agit de co-construire une trame pour aboutir petit à petit à un tissage de liens, un maillage, comme l'a évoqué Pierre Berlozzi hier, base pour un travail de concertation et de co-création. Manuel, il me semble important avant toute chose que tu évoques ton contexte professionnel et ses ressources. Oui, ben je vais passer rapidement puisqu'on a commencé un peu en retard et le temps est compté, mais bon, je n'ai pas besoin de vous rappeler que la pédopsychiatrie, j'ai la chance de travailler en pédopsychiatrie, nous avons des équipes pluridisciplinaires, donc nous sommes habitués à composer avec différentes choses, différentes prises en charge, tenir compte de nos équipes, de toute la possibilité qu'il y a. Donc, je ne veux pas. Voilà. Ce qui est important, c'est de tenir compte des multiples aspects de l'enfant et de son environnement, qu'il soit familial, scolaire ou social. Mais déjà d'emblée, même quand j'étais interne et tout ça, j'ai commencé à apprendre ça, c'est-à-dire cette pluridisciplinarité fait écho aux multiples aspects, aux multiples besoins dont les enfants et les familles, à multiples choses dont les enfants et les familles ont besoin. Voilà. À ce moment-là, est-ce que tu peux quand même nous parler un petit peu de, grosso modo, sur quelles références théoriques tu t'appuies pour faire tes différentes indications, que ce soit des indications individuelles, en thérapie familiale, en thérapie de réseau, etc. Oui, c'est sûr que les orientations que je fais, elles se réfèrent à des concepts théoriques qui alimentent, comme on dit, mon cinéma intérieur, mes modèles de lecture. Mais ça, nous sommes tous convaincus que nous sommes un signe constitué, composé de multiples appartenances. Donc voilà. Alors après, bon, je ne veux pas faire mon parcours, je veux passer rapidement, même si on avait prévu un peu de détails, d'expliquer, mais je ne veux pas vous parler. Bon, j'ai commencé par la psychanalyse, les psychothérapie dynamique, les théories cognitives, les neurosciences viennent aussi contribuer à mieux connaître. La psychothérapie institutionnelle, moi j'ai eu de la chance en tant qu'interne d'être dans l'Essonne et Lucien Bonafé de la même bande, on va dire, entre guillemets, avec gentiment de Tosquelles, etc. Donc tout ce qui est psychothérapie institutionnelle, j'ai baigné là-dessus. Ils m'ont beaucoup appris et ben, j'ai essayé de continuer aussi voilà, cette composante psychothérapie institutionnelle. Après, je parlais des théories cognitives et neurosciences qui viennent aussi éclairer un certain fonctionnement de l'individu, et en particulier donc les théories systémiques, surtout de l'intérêt pour le fonctionnement familial, et insister, qui me sert beaucoup dans les consultations, hein, pour ce que certains appellent la clinique de situation. Donc pour moi, c'est très important cet apport, ces concepts, même en consultation pédopsychiatrique. Et enfin, la thérapie de réseau que j'ai plus développée à la fin de ma carrière, je peux dire ça comme ça, mais depuis déjà quelques années, et je vous parlerai tout à l'heure, si on a le temps, de l'intérêt de travailler en réseau et de faire venir dans le sitting non seulement l'enfant et sa famille, mais les autres intervenants extérieurs, services sociaux, enseignants, etc., dans certaines situations, bien sûr, complexes. Si on a le temps, je développerai tout à l'heure. Alors, avant de parler du cadre thérapeutique, j'ai envie de rajouter que toute rencontre a besoin d'être légitimée. Enfin, pour qu'il y ait une rencontre, il faut un cadre, mais d'abord, cette rencontre, avant tout, elle doit être légitimée, structurée et organisée.
Donc différents éléments sont à prendre en compte dans cette rencontre. C'est le contexte institutionnel, les préconstruits de l'intervenant, les représentations des familles par rapport au service où elles se présentent, les représentations sociales de la thérapie, les codes déontologiques, l'éthique professionnelle, etc. Je voudrais t'interroger sur qu'est-ce que tu entends par système thérapeutique. Bon, je vais essayer d'être rapide. Dans le système thérapeutique, il y a la recherche d'une adéquation, on pourrait dire ça comme ça, entre d'une part symptômes, souffrance, attente, et d'autre part la proposition d'aide. Bien sûr, ça s'effectue à travers d'un processus relationnel permettant une co-construction des représentations auxquelles participent la famille, les thérapeutes, mais aussi les autres professionnels impliqués dans la situation. Donc il s'agit d'élaborer ensemble une hypothèse ou d'autres, ou plusieurs hypothèses, une autre lecture de la réalité qui aura un sens. L'important, c'est qu'il aura un sens pour tout le monde. Donc, cette idée-là. Donc après, voilà, qu'est-ce qui m'anime, bon, des références, quelques auteurs, quelques personnes qui ont écrit des choses, certains, j'ai suivi leur formation. Par exemple, Philippe Caillé, voilà, qui a eu une importance pour moi dans tout ce qui est la systémie. Et bon, je ne veux pas le dire, simplement le signaler, le modèle phénoménologique, la demande d'aide dans le but de changer le modèle phénoménologique. Mais c'est, voilà, dans la source du problème se trouve dans le modèle mythique, ce qu'il appelle le modèle mythique de la famille. Après, Robert Neuberger, la famille, quand elle ne trouve pas une flexibilité suffisante, donc il faut l'aider à trouver d'autres moyens de ne pas avoir simplement une lecture unique. Ivan Vozormeni-Nagy, la théorie conceptuelle, bon, certains certainement sont allés ce matin, on a entendu sa femme parler de ça, donc je veux passer. Et après, l'approche intégrative, donc Prochaska et Norcross ont beaucoup insisté là-dessus, des différentes manières de formuler les problèmes, les familles habituées à différentes façons qu'on propose de voir les problèmes avec des personnes différentes, avec des avis différents. Mais ce qui compte, c'est moins peut-être ce qu'on dit que la cohérence, on va dire, la cohérence de la structure, c'est-à-dire comment ils trouvent une cohérence entre toutes ces différences. Et donc, c'est ça qui va provoquer, ou en tout cas avoir la possibilité d'une ouverture au monde, on va dire. Voilà, encore Marc Dont, lui, il parle d'intelligence collective, mais voilà, je vous donne quelques idées de théories et de concepts qui m'aident toujours dans ma façon d'aborder, d'être avec les familles. Alors, je connais l'importance que tu accordes à la co-construction du système thérapeutique. Tu es en général très attentif à ne pas entrer dans des alliances compromettantes ou accusatrices afin d'obtenir de la famille, mais aussi des autres professionnels, un réel engagement, et que c'est cet engagement qui va favoriser l'émergence d'un processus de coopération où chacun est à sa place, où chacun est reconnu par les autres, tout en reconnaissant la place des autres. C'est, me semble-t-il, la condition sine qua non pour construire un système thérapeutique sécurisant pour tous, thérapeutes, familles, intervenants sociaux ou partenaires. D'ailleurs, tu dis souvent, nous thérapeutes, nous avons besoin de nous sentir en suffisante sécurité pour permettre à la famille de se sentir suffisamment en sécurité avec nous, que ce soit avec la famille, l'enfant ou les partenaires. C'est dans vraiment cette réflexivité. Est-ce que tu peux développer? Oui, bon, je rappelle juste, tout le monde connaît, donc c'est la théorie d'attachement de Bowlby,
la nécessité de besoins spécifiques de sécurité que, depuis la naissance et durant toute la vie, le nourrisson en a besoin. Donc, il naît avec une incapacité à réguler les émotions, le nourrisson, même s'il a un peu une prédisposition. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, que le bébé est né déjà avec cette prédisposition. Cela implique effectivement une mise en place d'une relation d'attachement avec un autre être humain. Et ce qui est important, je m'en rappelle, vous le savez, la présence continue et réciproque qui va inscrire dans la durabilité cet attachement. Donc Daniel Stern, il nous dit beaucoup de choses là-dessus. Et voilà, que durant toute la vie, on a besoin de ça. Non seulement dans diverses formes de psychopathologie, on peut trouver ça, mais également au cours du travail psychothérapeutique, on peut trouver ces éléments-là. Donc, moi je dis, c'est vrai, tu as raison de dire que voilà, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Il faut travailler pour ça, c'est pas d'emblée comme ça. Hein. Si on a le temps, on développerait, mais nous avons besoin d'une certaine ambiance, de nous sentir en sécurité, là où nous exerçons, afin de renforcer notre sécurité interne. Ça, c'est problématique, parce que ce n'est pas toujours possible partout. Donc, le dispositif institutionnel doit exercer une protection suffisante de notre espace de soins. Peut-être tout à l'heure, on verra. C'est à cette condition que nous pouvons, à notre tour, co-construire avec les familles un espace, un cadre, où nous nous sentons bien en sécurité, espace indispensable à la création de l'alliance thérapeutique. Cette base de sécurité est tout aussi nécessaire lors de l'ouverture de l'espace thérapeutique à des partenaires, comme c'est le cas dans les thérapies de réseau. Donc, tu insistes sur la notion de cadre suffisamment sécure pour tous, afin que chacun puisse s'impliquer et se risquer à des dialogues, à partir de soi, comme je disais, et avec les autres, dans une reconnaissance mutuelle et une recherche ensemble sous forme de conversation thérapeutique. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu penses à un cadre de thérapie de réseau? Oui. Bon, dans le cadre de thérapie de réseau, il s'agit d'accueillir, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement les familles, mais aussi les autres intervenants impliqués dans la situation. Cela concerne souvent, d'ailleurs Jean-Marie Lebert l'a beaucoup développé, ça concerne souvent les familles à des détresses multiples, générant des situations complexes, où le travail thérapeutique avec seulement l'enfant et la famille ne suffit pas, quand les ressources personnelles ou extrafamiliales sont inefficaces. Tout le monde connaît, ce sont souvent des familles où les enfants passent de foyer en foyer, de service en service, d'école en école, de famille d'accueil en famille d'accueil, etc. etc. Voilà, on connaît tous. Et donc, cela provoque quoi? Une montée de pression chez tout le monde, parce que même chez les thérapeutes. Donc, on est souvent confronté à ça. Alors, ces interrelations sont souvent conflictuelles. Les nœuds relationnels concomitants engendrent des jeux multiples de rivalité, de coalition, d'annulation, de disqualification réciproque, amplifiant ainsi la problématique familiale dans un jeu de pattes où chacun est bloqué et ne peut que faire un peu plus de la même chose. Pour sortir de cette impasse, donc, et de ce sentiment d'impuissance, j'éprouve le besoin d'inviter toutes les personnes impliquées dans la situation. C'est comme s'il fallait alors faire bouger quelque chose de nos places respectives de thérapeutes pour que la famille puisse à son tour modifier la dynamique des places et des relations à l'intérieur d'elle-même. Dit autrement, il faut que quelque chose bouge autour de la famille, c'est-à-dire dans le système des intervenants, pour qu'à son tour, quelque chose bouge à l'intérieur de la famille. Donc autour, pour pouvoir le faire à l'intérieur. Alors, c'était justement la discussion de ce matin, hein, dans la plénière à l'auditorium, à l'auditorium. Et la question, justement, c'est quand tu passes d'un cadre de consultant pédopsychiatre, d'accord, à un cadre de thérapeute de réseau,
tu bouges de place, comme tu dis. On pourrait dire que tu changes de casquette, puisque de consultant, tu prends celle de thérapeute de réseau. Quelle différence cela entraîne pour toi? Oui, ma place et mon rôle changent puisque je change de cadre. Dans ma fonction de consultant référent, de référent de cure, il m'arrive assez souvent de rencontrer les intervenants extérieurs, mais ça on le fait souvent, lors des réunions avec des partenaires, ce qu'on appelle les synthèses, les équipes éducatives, etc. Et ça, parfois on le fait en présence des familles ou pas. Donc ça, on est habitué, depuis longtemps j'étais habitué à le faire. Alors que dans le cas de la thérapie de réseau, c'est tout autre chose. J'invite, mais de façon permanente, non seulement les différents membres de la famille, mais aussi les autres intervenants. Et tous sont inclus dans ce dispositif de thérapie de réseau. Alors, bien sûr, je vais avoir la même question. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, en tant que consultant, donc pédopsychiatre, tu fais une indication de thérapie familiale après avoir travaillé avec eux, donc voilà, sur plusieurs, ça peut être dans un processus qui est sur 6 mois, sur 1 an, tu donnes cette indication de thérapie familiale. Bien. Initialement, en consultation, le problème est souvent présenté comme un problème appartenant à un seul membre de la famille. Donc en pédopsychiatrie, c'est souvent l'enfant, voilà, c'est le problème de l'enfant. Mais au cours de travail et consultation, dans le cadre de la consultation, il se peut, c'est pas forcé, que le problème devient un problème de toute la famille. C'est-à-dire, au fur et à mesure du processus, on prend conscience ensemble que ça devient un problème de toute la famille, au sens où chacun se sent concerné, où chacun se sent partie prenante. C'est à ce moment-là que l'orientation de thérapie familiale devient évidente pour tous, famille et consultants. Cette démarche thérapeutique se met en place à partir donc d'accords préalables, clairement définis, concernant les objectifs de travail ensemble. Cela devient notre objectif en quelque sorte. C'est ce cadre posé, donc, de thérapie familiale, qui implique donc d'emblée l'idée d'un contexte d'intervention précis, avec un objectif défini et accepté par la famille et le thérapeute. Ce cadre est ici beaucoup plus, comme tu vois, spécifique que le cadre plus ouvert de la consultation pédopsychiatrique. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Alors, parfois, tu choisis de t'associer au cadre de thérapie familiale. Alors, dans ce cadre-là particulier, nous avons, et dans ce cadre et dans d'autres cadres, été cothérapeutes ensemble auprès de certaines familles. Pour moi, ça fait toujours un grand plaisir et un grand confort. C'est pareil. Puisque je pense que le préalable, c'est nous avons travaillé dans les mêmes institutions, ensemble et séparément. Nous avons aussi eu quelques formateurs en commun et nous avons été en supervision ensemble. Cela nous a permis de nouer des relations interpersonnelles qui ont amplifié notre estime mutuelle du fait d'une connaissance plus intime. Cette connaissance fait qu'en cothérapie, on a pu s'appuyer et on peut utiliser, et on en joue beaucoup, sur la reconnaissance de nos propres styles et de nos propres singularités pour co-construire nos interventions. Je pense que tout cela nous permet d'amplifier notre créativité et notre liberté, du fait d'une sécurité interne pour chacun et ensemble. En général, on occupe des places différentes dans les cothérapies. On peut jouer de notre complémentarité et de notre symétrie dans un jeu de croisement, de relais. On peut s'interpeller mutuellement et échanger sur nos ressentis et perceptions en présence de la famille, à la manière d'une équipe réfléchissante. Je pense que c'est ainsi, comme ça que je le vis, que notre duo fonctionne dans toutes les situations de cothérapie. Néanmoins, pour les situations où tu as été consultant au préalable,
Je crois qu'il y a quelque chose d'un peu différent. Une forme de cothérapie scindée, modèle développé par Guy Schloss. Qu'en dis-tu? Oui, mais voilà, je vais essayer de le dire un peu avec mes mots, parce que, en rappelant que voilà, certains d'entre nous présents, tout le monde le sait, mais je le répète quand même, la cothérapie scindée de Guy Schloss, il y a un thérapeute qui s'occupe de la famille dans son ensemble, tandis que l'autre s'occupe d'un de ses membres. Donc, finalité familiale et finalité individuelle se situent à des niveaux différents qu'il est nécessaire de distinguer. Cela est utile surtout quand nous sommes en présence de deux injonctions qui semblent incompatibles. L'efficacité du contre-paradoxe scindé résulte de l'affrontement dialectique de deux propositions, dont la première prescrit de continuer le comportement pour le bien du système familial, alors que le second prescrit l'inverse pour le bien de l'individu. Bon, dans la situation que tu évoques, je ne sais pas si on peut parler de cothérapie scindée au sens que le dit Guy Schloss, parce que nos places en cothérapie, c'est vrai, étaient différentes. Moi, j'avais la place de consultant définie auparavant, mais j'avais aussi ma nouvelle place de cothérapeute. Voilà. Toi, tu avais toute une autre place de thérapeute, tu étais nouvelle pour la famille. Néanmoins, dans ce montage, l'affiliation particulière que j'avais développée avec l'enfant, l'adolescent, dans le cadre de la consultation, continuait à être activée naturellement en cothérapie. Elle est tout aussi naturellement acceptée, je dirais, même attendue, par des autres membres de la famille du fait du dispositif initial. Cela permet un soutien individuel spécifique, sans entraver, me semble-t-il, l'affiliation à l'ensemble du système familial. C'est en ceci que cela ressemble à la cothérapie scindée de Guy Schloss, mais nos rôles ne sont pas aussi spécifiquement répartis comme lui le préconise. Alors, justement, est-ce que... voilà, ça Combien de temps non, vous avez 5, 10, 15, 20 voilà, non, bon. non, 15. 15, voilà, c'est bon. Non, parce que je me demandais si on va donner des... On a deux vignettes cliniques, ce serait intéressant pour illustrer ce qu'on vient de dire. Mais je ne sais pas si on a le temps. Voilà, alors justement, c'est ça que je veux te... Est-ce que tu peux parler de... On s'était mis d'accord pour parler peut-être de la situation où le motif de la consultation, au départ, c'était le comportement agressif du deuxième enfant d'une famille. Et je me souviens que le père était très inquiet. Il disait, si vous ne faites rien, ça va mal finir. Et en même temps, dans le même temps, il se plaignait de n'avoir jamais reçu l'aide dont ils auraient eu besoin. À ce moment-là, le père disait, personne ne nous a compris, personne ne s'est véritablement engagé avec nous, tu étais le énième spécialiste à qui il s'adressait. Et pris dans ce défi paradoxal, tu as proposé une thérapie familiale où tu t'es associé. Peux-tu préciser les idées, les ressentis qui ont été à l'origine de cette proposition de sitting, et peux-tu nous dire ce qui s'y est joué? Oui, je me souviens bien de cette situation. Le paradoxe principal se résumait ainsi. Le père ne pouvait pas libérer sa femme de la mission expiatoire qu'elle s'était donnée, car s'il le faisait, il devait renoncer à la sienne, celle de sauveur de son épouse. Ces missions interdépendantes étaient le sens principal de leur résistance et de la création de leur couple. Il était alors évident pour moi qu'il ne pouvait y avoir de salut en privant les parents de la mission qu'ils s'étaient donnée respectivement, c'est-à-dire de sauver mutuellement, et par ailleurs, personne ne pouvait mieux qu'eux sauver leur enfant. Donc, vous voyez, voilà. C'est des situations qui apparaissent beaucoup. Hein. Je me trouvais donc dans une position impossible. On a tous ressenti ça parfois dans nos consultations. Si je prenais en compte uniquement l'adolescent, il risquait d'entraîner en rivalité avec les parents en les dépossédant de leur mission de sauveur. Il les disqualifiait. Si je les envoie pour une thérapie familiale, j'opérais un recadrage, c'est-à-dire le salut se trouve
le salut se trouve dans la famille dans son ensemble, je recadrerai les choses, mais ce recadrage confortait le discours parental, c'est-à-dire les médecins ne savent rien. C'est-à-dire on est venu vous voir et vous nous envoyez ailleurs. De plus, l'indication pouvait être interprétée comme un déplacement de symptômes de Jean-Pierre à la famille. Il fallait prendre en compte chaque membre de la famille et la famille dans son ensemble, dans une proposition qui soit acceptable. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il pourrait dire la famille? Soignez-le avec nous, mais notre famille n'est pas malade. Seul Jean-Pierre l'est. Aidez-nous, mais vous ne pouvez rien, mais engagez-vous quand même avec nous. C'est ainsi que j'ai répondu. Alors, comment sortir de cette impasse? J'ai répondu analogiquement, en proposant un changement de cadre, celui d'une thérapie familiale, mais avec une collègue, en l'occurrence toi, et en m'incluant moi-même dans le système thérapeutique. Vous voyez l'alliance? Pas faire comme eux. C'est l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Mais ça, c'est le cadre, c'est la proposition de cadre qui va permettre ça. J'ajouterais peut-être que dans cette situation, c'est cette résonance d'inclusion enfant symptômes et ses parents, et consultants et autres thérapeutes, qui a permis de complexifier le système. Et c'est dans ce sitting, avec un nouveau cadre, de nouvelles règles, un autre rythme, qu'un processus de différenciation a pu se mettre en place. Avec du recul, je me dis que cette manière de faire, on l'a souvent réutilisée et ça s'est avéré plutôt opérant dans des situations présentant des problématiques d'attachement et donc de détachement. Et je pense en particulier à des situations où dans l'histoire, on retrouve des événements traumatiques graves, des ruptures, mais aussi dans ce que a développé Salvatore d'Amore, dans ce qu'il appelle les systèmes de famille endeuillées. Pas endeuillées parce qu'il y a un deuil d'une personne, mais endeuillée parce qu'il y a une perte de langue, il y a une, enfin, ça, on retrouve ça dans les situations d'immigration, il y a une perte de repères, il y a une perte de nation, enfin voilà, c'est beaucoup plus global que la question du deuil. Peut-être on pourrait passer à une vignette unique qui concerne le passage du cadre de consultation en cadre de thérapie de réseau. Oui, je peux parler de Jacques, c'est un, qui est venu consulter, accompagné de l'éducatrice du foyer où il était placé, avec sa sœur Amandine, âgée de 10 ans. Il s'agissait d'un placement judiciaire faisant suite au signalement effectué par un intervenant social pour carence éducative et violence de la mère qui élevait seule les enfants. La logique explicative du travailleur social était, entre autres, que la mère n'était pas en capacité de prendre en compte et d'assurer les besoins de ses enfants, trop absorbés par des problèmes personnels qu'elle n'arrivait pas à surmonter. Nous retrouvons souvent ces cas de figure. Tout cela se traduisait par des crises d'angoisse répétitives dans lesquelles les enfants étaient pris et dont ils n'arrivaient pas à se dégager. L'idée de l'intervenant social était que la mère devait entreprendre une thérapie individuelle pendant qu'une institution se substituerait temporairement à elle en prenant en charge les enfants. Donc vous voyez le topo. Après quelques mois de placement en foyer, c'est ce qui s'est fait, donc après quelques mois de placement en foyer de l'enfance, les enfants ne semblaient pas tirer profit de ces dispositifs. Au contraire, leurs symptômes s'accentuaient, des investissements scolaires, agressivité, repli sur soi, etc. La lecture des intervenants sociaux se renforçait quant à la responsabilité et culpabilisation de la mère dans cet état de fait. Elle n'avait pas entrepris de thérapie individuelle, alors qu'elle s'y était engagée, et elle ne collaborait pas au placement. Il fallait aider les enfants à se dégager de leur relation à leur mère. Pour cela, selon les envoyeurs, une thérapie pour chacun des enfants s'avérait nécessaire et les droits de visite et d'hébergement devraient être revus à la baisse. Donc, vous avez en tête beaucoup de situations comme ça. Par ailleurs, la non-collaboration de la mère faisait envisager un placement à plus long terme. Il fallait proposer un placement en famille d'accueil, puisque vous étiez un foyer, car tout enfant a besoin d'une famille.
Ce renforcement de la lecture qui amène un peu plus de la même chose, c'est-à-dire à encore plus d'éloignement, à plus de dispositifs pour forcer à la séparation, cela fut alimenté par un sentiment grandissant de déception de part et d'autre, accompagné d'accusations mutuelles. L'amplification des conflits contaminait tous les sous-systèmes impliqués, famille d'accueil, famille d'origine, travailleur social, éducatrice du foyer. Tout mouvement, toute proposition était interprétée comme des agressions, des répressions. Cela donnait lieu à des coalitions multiples et à des jeux enchevêtrés. Ainsi, les lectures mutuelles se rigidifiaient, chacun pouvant vérifier ses propres théorisations par rapport à la fusion-séparation. Voilà, on a en tête quelque chose comme ça. Les accusations mutuelles s'auto-alimentaient dans une escalade symétrique. Donc, je me suis trouvé pris dans ces jeux et dans ce double paradoxe. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord sur l'impossibilité de séparation et un désaccord sur la nécessité de cette séparation. Tout le monde est de bonne volonté pour trouver une issue et tout le monde est de mauvaise volonté pour s'entendre sur la façon de faire. Pour sortir de cette impasse, j'ai eu l'idée de proposer une mise en scène de ce paradoxe, c'est-à-dire rassembler toutes les personnes impliquées autour des désaccords et des accords en introduisant un tiers étranger au processus premier de la consultation. C'est ainsi que s'est mis en place un cadre de thérapie de réseau où je me suis inclus en cothérapie avec toi et en associant donc la mère, les enfants, le référent du foyer et le travailleur social. Il me semble que dans ce sitting, ce qu'on a surtout travaillé, et ce qui a beaucoup été réinterrogé, c'est tout ce système d'alliance, tous les systèmes de filiation, d'appartenance et d'exclusion, et ça a forcément ramené d'autres aménagements. Souvent, dans les travails avec les familles, avec les groupes, je travaille beaucoup avec des métaphores, enfin, ce qui m'arrive en tête. Et juste, je voulais faire partager, dans cette situation, la première image que j'ai eue dans les premiers entretiens, c'était une guerre de tranchées, où chacun se recroqueville, où chacun a peur de l'autre, et les seules incursions hors des tranchées avaient pour objectif d'anéantir l'autre avec chacun les armes à sa disposition. À un autre moment du processus, une deuxième image, je me souviens d'une deuxième image qui m'a habité, c'est celle de la trêve. C'est-à-dire que le niveau sonore baisse, chacun peut se lever, regarder le ciel, regarder l'autre en face, et un dialogue peut commencer à s'amorcer. Et la troisième image, qui est plutôt à la fin du processus, a été celle d'un métier à tisser. Voilà. Où chacun dispose les fils que chacun détient, les entrecroise de manière organisée et structurée, en chaîne ou en trame, produisant un tissu, et en l'occurrence, l'image que j'avais, c'était un tissu à chevrons. Bien. À travers ces vignettes cliniques, nous avons voulu mettre en évidence en quoi le cadre thérapeutique proposé peut être en lui-même une tentative analogique de résolution des paradoxes en jeu. Ce sont ces paradoxes de passage de cadre de consultation au cadre de thérapie familiale ou au cadre de thérapie de réseau qui vont par eux-mêmes, en prenant compte de ces paradoxes, avoir des effets thérapeutiques permettant ainsi que de nouveau puisse advenir. Quant à notre fonctionnement du haut, dans les situations de cothérapie, c'est vrai que nous imposons une certaine éthique, tout en gardant nos propres styles et nos différences, dans une certaine, je dirais, complémentarité. Voilà, donc nous tenions à souligner le jeu foisonnant des concepts qui donnent au sens opératoire, j'insisterai, multifactoriel, multidirectionnel, multiconditionnel, des cadres d'intervention que nous proposons. Et j'ajouterais qu'en tant que thérapeute ou pédopsychiatre, il est vain de vouloir tenir une position haute dans les rencontres professionnelles et humaines, qu'il convient
de reconnaître l'intelligence et la compétence collective présente dans tout système humain. C'est quelque chose qu'on voulait au départ développer dans l'atelier, mais voilà, comme il y a eu un réaménagement, il a fallu réorganiser. Donc je voulais juste, voilà, peut-être juste rajouter la définition que j'aime beaucoup concernant l'intelligence collective. Si je ne l'ai pas effacée, voilà, c'est ça. L'intelligence collective ne se limite pas à la dimension cognitive et à la résolution des problèmes, mais se situe comme une finalité humaine caractérisée par un déploiement progressif et distribué des énergies, des corps, du pouvoir, des motivations et des visions. Bon, juste une phrase. Nous avons donc choisi d'intervenir à deux sur une forme de dialogue. C'est notre expérience relationnelle dans notre pratique professionnelle, individuelle, ensemble et avec d'autres. Elle nous a toujours invités à nous décaler, nous déplacer de nos habitudes pour nous oser là où les rencontres plus d'expérimentation, de créativité et de liberté. Merci beaucoup de votre attention. Grand merci.